beyond the skies. You and I, we're breaking bounds on Baobab. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette session. Alors, avant, dites-moi de quel pays vous nous rejoignez. Écrivez-le dans le chat. De quel pays vous vous connectez à nous? J'aimerais savoir les pays représentés ici. Vous pouvez utiliser le chat pour nous communiquer de quel pays vous nous suivez. Allô, vous me recevez? Ok, je lis Casimir qui nous suit depuis le Bénin. Il y a le Togo également. Abdel qui nous suit depuis la Chine. Ah, c'est intéressant. Aïcha depuis le Togo. La Prince depuis le Ghana. La France. Waouh. Le Togo également. Le Togo. Merci, merci, merci beaucoup à vous. Alors, moi, je me présente. Je m'appelle Josué Smith Aviko. Je suis le modérateur de cette session. Et moi, je participe à cette session depuis Lomé au Togo. C'est un réel plaisir pour moi de vous avoir en notre compagnie pour l'événement de cet après-midi, au cours duquel notre invité va partager ses expériences avec nous. Et je suis convaincu qu'à l'issue de cette rencontre, vous aurez forcément gagné un truc de plus. C'est bien mon vœu pour tout le monde. Encore, merci d'être des nôtres. Je vois de nouvelles personnes qui s'ajoutent, euh, de nouvelles personnes qui se connectent et se joignent à nous. Salut, salut, bonsoir. Dites-nous de quel pays vous nous joignez, s'il vous plaît. OK. Alors, c'est un bonheur de vous accueillir dans ce meeting avec notre invité, le docteur Pac Damé. Il est question aujourd'hui d'une inquiétude cruciale qui touche majoritairement nos jeunes en dernière année universitaire ou encore fraîchement diplômés. Et ce meeting est une occasion exceptionnelle pour tout jeune qui s'apprête à construire une carrière professionnelle réussie. Et pour l'occasion, nous avons notre invité, le docteur Pac Damé, que je vais rapidement présenter. Le docteur Pac Damé est un expert en mathématiques et cryptographie. Il est enseignant-chercheur à l'Université de Kara au Togo. Il est le responsable des licences professionnelles et informatiques à l'Université de Kara au Togo. C'est un conférencier et formateur régional et international sur les STEM, je veux dire Science, Technology, Engineering and Mathematics. Bonsoir, docteur Pagdamé. Merci pour votre disponibilité. Merci pour votre engagement dans l'émancipation des jeunes. C'est un bonheur de vous avoir à nos côtés. Bonsoir, Alors, monsieur Josué. Le plaisir est partagé. merci, merci, docteur Pagdamé. Alors, chers amis participants, afin que la rencontre se déroule au mieux, je vais vous expliquer quelques règles de base. Vous devez vous assurer que votre micro est coupé, ainsi que votre caméra, pour ne pas interférer avec l'intervention de notre invité. Alors, si vous avez des questions durant son intervention, vous pouvez les laisser dans le chat, des questions ou des points d'ombre à éclaircir. Alors, à la fin, notre invité répondra à ces questions-là. À la fin du meeting, vous pouvez aussi poser vos questions et si vous voulez, vous pouvez cette fois ouvrir votre micro ou allumer votre caméra. Mais cette session sera enregistrée et publiée sur YouTube. Donc, c'est une propriété privée de la Mastercard Foundation. Donc, en ouvrant votre micro ou en allumant votre caméra, vous acceptez que votre intervention soit publiée. Alors, pour information encore, cet événement est organisé dans le cadre du programme Alumni in Residence. C'est un programme qui permet aux alumni de la Fondation Mastercard de revenir sur la plateforme Baobab pour partager leurs expériences avec la communauté. Alors, par alumni de la Fondation Mastercard, je veux dire alumni du YALI, du Scholars Program, etc. Donc, je vous invite donc à candidater pour les prochaines cohortes si vous êtes intéressé à partager votre expérience avec nous sur la plateforme Baobab. Alors, si vous nous suivez, réagissez par un coup de pouce parce que nous allons bientôt commencer avec la série de questions-réponses. Merci.
Alors, à présent, je vais laisser le docteur Pagdamé se présenter brièvement. Docteur, s'il vous plaît, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Josué. Je pense que vous avez déjà fait une présentation. Je vais juste peut-être rappeler que je suis TBKB, je suis docteur en codage, cryptographie, algèbre et application. Et ma spécialisation, c'est la théorie analytique des nombres. Mais je suis également un expert en pédagogie universitaire. Je suis un technopédagogue qui forme des docteurs qui aimeraient peut-être faire carrière plus tard à l'université sur les techniques de notion pédagogique. Je suis également reviseur pour le compte de la société mathématique américaine, MathSciNet. Et je suis enseignant-chercheur à l'Université de Cara, où je suis au département de mathématiques et je suis aussi le responsable pédagogique des licences professionnelles d'informatique, comme vous l'avez si bien mentionné au début. Voilà un peu qui est le docteur TBKB. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Alors, je constate que le panel est de haut niveau et les participants également, puisque j'ai vu des participants de la Chine, de la France, du Togo, du Bénin, etc. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre présence. Alors, aujourd'hui, il est question de la thématique de comment construire une carrière professionnelle réussie. Alors, docteur, selon vous, qu'est-ce qu'une carrière professionnelle réussie et quels en sont les principaux indicateurs? Merci beaucoup pour cette question. Déjà, je tiens à remercier la Fondation Baobab pour cette initiative. Quand tout de suite j'ai été sollicité, je me suis dit, tiens, c'était une opportunité d'échanger avec des collègues, des jeunes frères, surtout mes étudiants aussi, avec qui j'échange souvent, parce qu'il faut reconnaître que c'est vraiment dommage de former un étudiant et à la fin de se rendre compte que l'étudiant a du mal à trouver un boulot plus tard. La question, c'est qu'est-ce qu'une carrière professionnelle réussie et quels sont les indicateurs? Quand on parle d'une carrière professionnelle réussie, c'est avant tout une trajectoire autant pour moi, une trajectoire où les aspirations personnelles et professionnelles s'alignent avec les réalisations concrètes. Il y a l'épanouissement durable et il y a aussi un impact positif sur son environnement. Elle ne se limite pas seulement à l'accumulation de titres ou bien de grades. C'est aussi, ça s'accompagne de responsabilités, mais ça reflète aussi une certaine harmonie entre la progression individuelle, la contribution à la société et le bien-être personnel. Et pour ce qui est des caractéristiques d'une carrière professionnelle réussie, je peux citer entre autres quatre caractéristiques. La première caractéristique qui me vient actuellement en tête, c'est l'accomplissement personnel et professionnel. Une carrière professionnelle réussie, je pense que c'est marqué par la réalisation des objectifs fixés à chaque étape. Cela peut inclure l'acquisition de compétences nouvelles, la réalisation de projets ambitieux, par exemple, ou encore l'atteinte de postes stratégiques alignés avec ses valeurs et passions. Et comme deuxième caractéristique, je vais parler aussi de l'épanouissement et équilibre de vie. Il ne faut jamais perdre de vue justement notre épanouissement. L'épanouissement se mesure en réalité par le sentiment de satisfaction au quotidien, un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Et c'est aussi la capacité à préserver sa santé mentale et physique tout au long du parcours. Parce qu'il faut reconnaître que quand vous êtes dans un environnement toxique, il est vraiment très compliqué de pouvoir préserver sa santé mentale. Il y a aussi l'autre caractéristique, c'est la contribution et l'impact. Une carrière réussie, ça génère un impact positif sur son entourage, qu'il s'agisse d'apporter, par exemple, une valeur ajoutée à son organisation, par exemple, d'améliorer les conditions de vie dans sa communauté ou de contribuer à un secteur d'activité en constante évolution. Et comme dernière caractéristique, il y a l'adaptabilité et la résilience. Face aux changements économiques, technologiques et sociétaux, une carrière reçue témoigne aussi d'une capacité à s'adapter et à rebondir tout en maintenant le cap sur des objectifs à long terme. Les choses changent, la technologie évolue. Il faut arriver justement à s'adapter dans ce monde en constante évolution et pouvoir maintenir le cap sur les objectifs qu'on s'est fixés sur le long terme. Votre question aussi a double sens parce que vous avez aussi demandé les indicateurs d'une carrière réussie. Comme indicateur, il y a le progrès professionnel, naturellement. Il y a aussi la satisfaction professionnelle. Est-ce qu'on est satisfait? Il y a le réseau professionnel solide. Est-ce qu'on a réussi à créer un réseau professionnel très solide? Il y a l'autonomie financière et stabilité.
quoi qu'on dise, quand on travaille, c'est pour pouvoir être aussi stable quelque part. Il y a aussi le legs et l'influence qu'on a pu laisser. Je vais essayer de développer ces différents indicateurs assez rapidement. Quand je parle de progrès professionnel, il s'agit de quoi? Il s'agit principalement de l'évolution des responsabilités, des promotions et de la reconnaissance par les pairs ou les supérieurs hiérarchiques. Il y a par exemple les certifications, les distinctions ou la participation à des projets significatifs en sont également des marqueurs. Dans le monde universitaire, on parlera de grade où il faut passer, quand on est recruté à l'université, on est d'abord assistant, après 2 ans, on devient maître assistant, après 3 ans, quand on réussit, en fait, il y a plusieurs étapes. Il y a aussi la satisfaction professionnelle, c'est le degré de motivation, l'enthousiasme pour ses missions et la cohérence entre ses valeurs personnelles et celles de son organisation qui reflète également cette réussite. Il y a le réseau professionnel solide. Quand on a vraiment une carrière professionnelle réussie, ça s'appuie souvent sur des connexions durables et enrichissantes. Un réseau professionnel diversifié et actif sont des indicateurs, hein, clés de cette réussite-là. Il y a l'autonomie financière et la stabilité dont j'ai parlé entre-temps. C'est pouvoir être en mesure au moins de subvenir à ses besoins, de planifier pour l'avenir et d'avoir une certaine sécurité économique sous des signaux, ce sont des signaux également d'une carrière bien gérée. Il y a legs et influence. Quand on a vraiment eu une carrière réussie, on laisse une empreinte, hein, qu'elle soit tangible. Quand je parle de tangible, je veux parler de réalisation ou intangible. Intangible, ça peut être les inspirations pour les autres. C'est la capacité à être un modèle, à transmettre des connaissances ou à innover dans son domaine. Et même chez nous à l'université, peut-être de former des gens qui prennent la relève. Donc, pour résumer tout ce que j'ai dit, je dirais simplement que une carrière professionnelle réussie, c'est un voyage unique, hein, et multidimensionnelle. Elle demande de la vision, du travail acharné, de la résilience et une capacité constante à apprendre et à évoluer. Merci beaucoup, Jésus. C'est ce que je peux dire de ce que c'est qu'une carrière professionnelle réussie et des indicateurs d'une carrière professionnelle réussie. Merci beaucoup, docteur. J'avoue que j'ai appris beaucoup de votre intervention. Alors, vous parlez si bien d'une carrière professionnelle réussie et de sa subjectivité, c'est relative à chacun. Bien sûr. Alors, dites-nous, s'il vous plaît, parlez-nous de votre carrière académique et professionnelle. Mon parcours académique, je l'ai déjà dit, je suis docteur TBKB, docteur en codage, cryptographie, algèbre application, et j'occupe le poste d'enseignant-chercheur à l'université de Kara. Kara, c'est au nord du Togo, pour ceux qui ne le savent pas. C'est la deuxième université publique du Togo, où je partage vraiment ma passion pour les mathématiques. Vraiment, en fait, je pense que mon engagement, ça va vraiment au-delà de l'enseignement traditionnel, car je crois fermement en l'accompagnement des jeunes pour les aider à surmonter les défis académiques et personnels. Je vais parler brièvement du parcours académique. Le parcours académique, j'ai fait ma thèse de doctorat à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, au Sénégal, dans le domaine des mathématiques appliquées, avec un intérêt particulier pour les structures algébriques et leur application dans la cryptographie et le codage. En fait, très tôt, je m'étais rendu compte qu'on n'avait pas de spécialiste en algèbre. Donc, quand j'ai fini mon master en Inde, où j'ai obtenu mon master en Inde grâce à une bourse de gouvernement togolais, où j'ai fait l'université Epigoyal Shimla University, en Inde, au nord de l'Inde, dans l'état d'Himachal Pradesh. Quand j'ai fini le master, j'avais l'opportunité de continuer toujours en Inde ou bien d'aller en France et au Canada. Mais je me rappelle qu'à l'époque, on n'avait pas de spécialiste ici à l'Université de Cara en algèbre. Donc, du coup, j'ai accepté de rentrer au Togo, de commencer en tant qu'ATR. Quand on parle d'ATR, c'est un attaché temporaire d'enseignement de recherche. Et pendant ce temps, de préparer ma thèse. Donc, je suis rentré, j'ai accepté ce poste d'ATR et donc j'ai commencé à préparer progressivement ma thèse de doctorat. Voilà. Donc, j'ai fait le master en Inde, comme je l'ai dit. La licence, je l'ai fait à l'Université de Lomé. Et le baccalauréat, je l'ai obtenu au lycée d'Apanville 2 à Dapaon, qui est encore un peu plus dans la région des Savanes. Et je suis aussi un expert en pédagogie universitaire, un technopédagogue. C'est une compétence qui me permet vraiment de transmettre efficacement des concepts assez complexes en rendant, par exemple, les mathématiques accessibles et passionnantes pour mes étudiants.
parce que je crois fermement, comme je l'avais dit, au fait qu'il ne faut plus enseigner de manière traditionnelle où on vient aligner des formules. Donc, il faut trouver la connexion, le lien entre ces formules-là et la réalité que nous avons devant nous. Voilà. Donc, je donne également des cours sur les techniques et pratiques de l'animation pédagogique, les micro-enseignements, les enseignements en ligne ou à distance, dans une formation, dans un certificat en pédagogie universitaire ou doctorat professionnel. Et je donne également des enseignements spécialisés. J'ai eu l'honneur de dispenser des cours tels que les algèbres non associatives, introduction à la théorie des nombres, dans les contextes vraiment académiques internationaux, comme au niveau de la chaire UNESCO de l'Université d'Abomey-Calavi. Voici un peu le parcours académique. Pour ce qui est du parcours professionnel, bon, je suis à l'université depuis 2009 en tant que ATR à l'époque et je suis actuellement assistant professeur. J'ai quelques responsabilités. Je suis le responsable pédagogique des licences professionnelles d'informatique de l'université de Cara où je joue un rôle comme encadrement des étudiants et la gestion de leur parcours académique. Je suis également aussi le fondateur et le coordinateur du club mathématique de l'université de Cara. C'est une initiative que j'ai mise en place dans le but d'aider et d'encourager l'excellence et la curiosité mathématique chez nos étudiants. Je participe aussi, entre autres, à des projets et à des missions pour représenter notre université, que ce soit à l'intérieur du pays comme à l'étranger. J'ai déjà bénéficié d'une bourse de Erasmus pour faire un séjour de recherche en Espagne, à l'université de Granada, ainsi que des séminaires auxquels je participe au Sénégal, au Bénin, un peu dans la sous-région en fait. Je suis aussi un peu dans l'engagement des événements scientifiques. Récemment, j'étais membre de jury pour le concours national Reine des sciences et technologies qui est organisé par la Fondation Assal de l'honorable député Abira Bonfo. J'ai également présenté des communications, des conférences internationales, des conférences par exemple à l'université de Sarajevo en Bosnie sur les nombres de Fibonacci, au Bénin, au Sénégal et dans bien d'autres pays. J'ai aussi animé des émissions radiophoniques sur une chaîne locale ici, la Radio Cara, sur la vulgarisation des mathématiques et aussi dans le but était en fait d'encourager les jeunes à s'engager dans cette discipline-là. Voici un peu le parcours professionnel parce que en fait, moi j'ai une philosophie. Je considère l'enseignement comme une passion et une responsabilité. Et pour moi, chaque cours, chaque interaction avec un étudiant, c'est une opportunité de construire un avenir meilleur, où la science et les connaissances ouvrent les portes vers des carrières fructueuses et des contributions significatives à la société. Voici un peu mon parcours académique et professionnel. Merci. Merci beaucoup, docteur Pagdame. Alors, moi, je retiens de votre intervention, tout le temps, vous avez parlé de passion, votre passion pour les mathématiques, votre Oui, passion pour l'enseignement. Donc, la note que je fais de votre intervention, c'est que avant d'embrasser une carrière, il faut s'assurer que c'est un domaine qui nous passionne, un domaine dans lequel on se effectivement. sent à l'aise. Effectivement. D'accord. Alors, j'aimerais savoir, alors que vous étiez encore jeune étudiant, aviez-vous défini un plan de carrière professionnelle ou avez-vous évolué au gré du sort? C'est pour dire quoi? Est-ce que à chaque étape de votre vie, c'était déjà prédéfini ou vous vous êtes laissé emporter par le quotidien, par le sort, par le destin, comme on a l'habitude de le dire? Merci beaucoup, Josué, pour cette belle question que j'apprécie énormément. C'est une question assez complexe, je dirais. Alors, lorsque j'étais effectivement jeune étudiant, sincèrement, je ne vais pas dire que je n'avais pas un plan de carrière professionnelle détaillé, hein, mais j'avais quand même une vision claire de ce que je voulais accomplir. Et cette vision s'est construite autour de trois piliers essentiels. Il y a ma passion, comme vous venez de le dire, ma passion pour les mathématiques. Il y a aussi mon désir de contribuer à l'avancement des connaissances et ma volonté d'avoir un impact positif sur les jeunes générations. Alors, j'avais une passion très tôt qui était orientée vers une vision à long terme. Hein. Très tôt, j'avais compris que les mathématiques étaient ma vocation, vraiment très tôt. J'ai eu l'occasion aussi au cours de mon parcours de rencontrer de très belles personnes avec de très bons enseignants qui m'ont inculqué, qui m'ont donné des savoirs, qui m'ont donné envie d'apprendre davantage. Mais ce n'était pas pour moi, les mathématiques, ce n'était pas pour moi seulement une matière que j'aimais, mais c'était un domaine où je voulais exceller et bâtir ma carrière. Mon objectif principal, c'était de devenir un expert capable de contribuer à la recherche tout en étant un enseignant qui inspire les étudiants.
Au cours de mon parcours, j'ai rencontré certains enseignants, comme je le disais tantôt, qui faisaient très bien le cours, mais malheureusement, on rencontre aussi d'autres qui ne font pas bien le cours. Et donc, mon objectif très tôt, c'était je m'étais dit tout de suite, tiens, dans ce domaine, il n'y a pas de spécialiste. Et malheureusement, vous n'avez pas eu peut-être des enseignants qui étaient à la hauteur, peut-être, selon moi, mes attentes. Ça serait peut-être bien de suivre une formation dans ce sens et de revenir enseigner comme je l'aurais souhaité, enseigner autrement. Voilà. Je n'avais pas un plan rigide, mais je m'étais tracé une feuille de route évolutive qui était guidée par quoi? Il y avait la formation continue, il y avait les opportunités que je saisissais, et il y avait aussi l'adaptabilité. Quand je parle de formation continue, j'ai toujours cherché à apprendre davantage à travers des diplômes avancés, des stages internationaux et des participations à des conférences. Chaque étape de mon parcours était quand même soigneusement choisie pour m'ouvrir de nouvelles opportunités. Il y a aussi les opportunités qu'il faut savoir saisir. Euh, Plutôt que d'attendre que tout soit parfait, j'ai dû vraiment tirer profit de certaines occasions qui se présentaient comme des missions de recherche. Et je vais d'ailleurs à ce propos partager avec vous une anecdote. Quand j'ai fini ma licence à l'Université de Lomé, on avait fermé les masters dans toutes les facultés de l'Université de Lomé à l'époque. Et donc, le seul master que je pouvais faire en ce moment, c'était le master de physique qui était ouvert à l'Université de Cara où je suis aujourd'hui. Et donc, j'ai donc décidé, au lieu de rester sans rien faire, de venir faire ce master de physique, bien que j'avais une formation de mathématicien à la base. Je suis venu faire ce master de physique et j'ai pu brillamment faire un master 1. Mais avant de finir ce master, j'ai obtenu une bourse du gouvernement togolais pour l'Inde pour donc continuer mes études en mathématiques. Donc, j'ai laissé ce master de physique que j'ai mis en suspens et je suis allé commencer un nouveau master de mathématiques en Inde. Mais ma passion pour les mathématiques était tellement grande que effectivement, je ne pouvais pas laisser ce parcours de base qui était mathématicien. Mais plus tard, quand j'ai fait ma thèse en mathématiques, j'ai décidé de revenir à cette passion de mathématiques parce que j'ai vraiment pris goût à cette passion de physique parce que j'ai vraiment pris goût. Et je me suis donc inscrit encore. Je suis en train de préparer une deuxième thèse de physique actuellement. Donc, c'est pour dire qu'il faut savoir saisir des opportunités. Et c'est quand j'étais d'ailleurs à l'Université de Cara en master de physique que j'ai eu connaissance de cette bourse et j'ai donc postulé. Certaines fois, il faut savoir s'adapter. Et donc, ça m'amène justement à parler de l'adaptabilité. Mon parcours reflète aussi quelque part ma capacité à m'adapter aux défis et aux besoins de mon environnement. Et juste après la licence que j'avais obtenue, je cherchais à faire un master. Bon, ok, j'ai pu faire le master. Tout de suite après le master, il fallait maintenant faire une thèse. Une thèse, mais pas dans n'importe quel domaine. Je cherchais à faire une thèse dans un domaine où il n'y avait pas de spécialiste et dans un domaine où j'avais les compétences pour pouvoir mieux réussir cette thèse. Donc, j'ai eu des propositions. On m'a fait des propositions pour faire des thèses, une thèse en mécanique en France, dans d'autres pays. Mais j'ai rejeté toutes ces propositions jusqu'à ce que je trouve une opportunité pour faire une thèse dans mon domaine. Et c'était au Sénégal. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons des jeunes qui, dès qu'une occasion se présente, pour eux, l'essentiel, c'est juste peut-être de voyager. Ils partent, mais à la fin, on obtient un diplôme qu'on ne peut pas peut-être utiliser. Parce qu'il faut aussi regarder le marché de l'emploi. On a sur le marché de l'emploi des collègues qui ont des thèses de doctorat dans des domaines, ils sont très nombreux, mais il y a des domaines où on n'a pas de spécialistes. Ça serait bien, avant de choisir un domaine, aussi de regarder autour de nous quelles sont les opportunités que cela peut m'offrir. Voilà. Et donc, ma deuxième thèse en physique théorique que je prépare actuellement, dont je vous ai parlé, c'est vraiment dû à une passion pour les physiques qui m'est venue quand j'avais commencé le master de physique à l'Université de Cara. Et mon engagement aussi dans la pédagogie universitaire a pris une ampleur que je n'avais pas du tout initialement prévue. Mais cela a renforcé un peu mon rôle d'éducateur et de mentor auprès de mes étudiants. J'essaie de les accompagner, même après les cours, et de me rendre disponible pour eux. Voici un peu. Donc, une évolution guidée, c'est une évolution que je dirais que c'est une évolution qui est guidée vraiment par la passion et l'intention. Parce que pour résumer, je vais dire simplement que je n'ai pas évolué au gré du sort, mais plutôt en restant fidèle à mes valeurs et à ma vision. J'ai réussi quand même à combiner une préparation proactive et une ouverture aux imprévus pour construire un parcours aligné avec mes aspirations profondes. Donc, c'est une combinaison qui m'a permis non seulement d'atteindre mes objectifs, mais aussi d'en redéfinir de nouveaux, toujours plus ambitieux.
Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. D'accord. Merci beaucoup, docteur Pagdame. Alors, moi, j'ai une camarade qui m'a confié que quand elle prend une feuille et qu'elle liste, c'est-à-dire sa vision, ses objectifs, elle n'y arrive pas. Donc, le mieux pour elle, c'est d'attendre, de rester là et de se fier au sort, au destin. Donc, pour vous, selon vous, puisque nous avons beaucoup de jeunes qui nous suivent actuellement, pour vous, entre l'approche de planifier sa carrière ou se laisser emporter par le vent, qu'est-ce que vous conseillez? Je dirais simplement qu'il faut les deux à la fois. Il faut planifier, certes, mais quand les choses ne se déroulent pas comme on le souhaite, il ne faut pas abandonner ou bien perdre espoir. Il faut savoir s'adapter et revoir peut-être le plan qu'on s'est fixé. On ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas tout organiser. On ne peut pas, c'est impossible. Hein. En fait, hésiter entre définir un plan de carrière structuré ou évoluer au gré du sort des opportunités, c'est vraiment légitime. Parce que ces deux approches ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mon conseil, ça serait de ne pas les opposer, hein, mais plutôt de chercher à les équilibrer intelligemment en tenant compte de sa personnalité, de ses aspirations et du contexte dans lequel on évolue. Quand je parle de... Il faut en fait réussir à avoir une vision assez claire, même sans un plan rigide. Il faut avoir une vision assez claire, même si le plan n'est pas rigide. La première étape serait de réfléchir à vos passions, vos valeurs et ce que vous souhaitez accomplir à long terme. C'est la première étape. Quand on a une vision claire, ça nous sert de boussole pour orienter nos choix, même si vous n'avez pas tous les détails de votre plan de carrière. C'est important. Il faut maintenant se poser aussi des questions fondamentales. Ces questions sont fondamentales. C'est-à-dire, quelles sont mes priorités personnelles et professionnelles? On doit se poser cette question. Ensuite, il faut se demander où est-ce que je me vois dans 5, 10 ans ou 20 ans? Où est-ce que je me vois dans 5, 10 ou 20 ans? Et une fois qu'on s'est posé ces deux premières questions, il faut maintenant se demander quelles sont les compétences que je dois développer pour y arriver. Donc, je résume la première question. Quelles sont mes priorités personnelles et professionnelles? Où est-ce que je me vois dans 5, 10 ou 20 ans? Et quelles sont les compétences que je dois développer pour pouvoir y arriver? Il faut vraiment être flexible, mais assez stratégique. Si vous choisissez par exemple de rester ouvert aux opportunités, faites-le de manière assez stratégique parce que tout ne mérite pas d'être saisi, hein. Il faut évaluer chaque option en fonction de sa cohérence avec votre vision et de sa capacité à vous rapprocher de vos objectifs. Il faut aussi apprendre à dire non. Sincèrement, il faut aussi apprendre à dire non. Il faut apprendre à dire non à ce qui ne sert pas à vos ambitions à long terme. Même si cela peut sembler intéressant sur le moment, il faut savoir dire non. Cette opportunité qu'on m'avait donnée pour faire des thèses en France et ailleurs, j'ai dit non parce que c'était dans des domaines où je ne me voyais pas m'épanouir dans ces domaines. Et je savais qu'il allait être difficile pour moi de m'intégrer, de trouver un poste ici au Togo où j'ai toujours voulu servir dans ces domaines-là. Donc, il faut apprendre à dire non. Il faut aussi combiner la planification et l'adaptabilité. Il faut se définir des objectifs à court, à moyen et à long terme, mais il faut aussi laisser place à l'imprévu, comme je le disais. Un plan souple, hein, il faut avoir des objectifs ajustables. Ça permet d'évoluer en fonction des opportunités et sans perdre vraiment de vue vos aspirations. Il y a aussi, euh, par exemple, vous pouvez fixer des objectifs comme obtenir un diplôme, hein, acquérir une compétence particulière ou occuper un poste spécifique, tout en restant ouvert au changement. C'est très important, il faut toujours rester ouvert au changement. Il faut aussi apprendre à se connaître. Si vous êtes quelqu'un de méthodique, un plan structuré, ça pourrait mieux vous convenir, car cela vous donnera, par exemple, un sentiment de contrôle. Mais si au contraire, vous aimez l'imprévu, et être à l'aise dans l'incertitude, bon, dans ce cas, il faut évoluer au gré des opportunités qui pourraient être beaucoup plus adaptées pour vous. Il faut aussi beaucoup investir dans votre formation et dans votre réseau. Le réseautage est très important. Quelle que soit l'approche que vous choisissez, c'est-à-dire que vous choisissez d'évoluer de manière méthodique, de manière structurée avec un plan, ou d'évoluer au gré du sort, comme vous l'avez dit, il faut un investissement continu dans l'apprentissage et le développement de votre réseau professionnel. Cela va vous ouvrir énormément de portes.
Ce sont des éléments qui renforcent votre capacité à saisir des opportunités ou à progresser selon un plan donné. Il faut aussi faire preuve de résilience et de patience. Certaines fois, on est pressé. La réussite, ça ne se construit pas vraiment du jour au lendemain. Hein. Que vous planifiez ou que vous évoluez au gré du sort, comme vous l'avez dit, ou bien au fil des opportunités, il est vraiment essentiel de rester patient, mais en persévérant face aux obstacles. L'important, je vais résumer, c'est de trouver un équilibre entre ces deux approches. Il faut adopter une vision à long terme tout en restant adaptable. Hein. Cela permet de naviguer dans un monde professionnel en constante évolution. Enfin, il faut aussi se rappeler que ce n'est pas la méthode qui garantit le succès, mais c'est votre engagement, votre capacité à apprendre et à vous adapter et votre détermination à transformer chaque opportunité en tremplin. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Merci beaucoup, docteur. Moi, je retiens de votre intervention qu'il faut nécessairement définir un plan, mais savoir s'adapter aux opportunités, aux lots de nouveautés de chaque jour. Et en plus de ça, il faut maintenir une mentalité de croissance, c'est-à-dire savoir chercher les compétences qui sont demandées sur le marché Voilà. et également s'adapter au quotidien. Voilà. Merci beaucoup, docteur, pour vos précieux conseils. Alors, parfois, il y a des jeunes qui entament leur carrière, c'est-à-dire après un diplôme de licence, et qui rencontrent des difficultés. C'est pour dire quoi, par exemple? Alors, ils se retrouvent toute la famille à leur charge, ou par erreur, ils se trouvent une petite femme, etc. Des obstacles qui font que, voilà, ils n'arrivent pas, ils n'ont pas une méthode pour surmonter ces obstacles-là, ils peuvent rater leur carrière. Est-ce que vous avez eu à rencontrer ces obstacles-là? Si oui, comment vous les avez surmontés? Alors, comment, même si ce n'est pas des obstacles de la nature dont j'ai cité, comment peut-on arriver à surmonter des obstacles en début de carrière, surtout quand on a une vision de faire des études longues, c'est-à-dire faire le master, et qu'on cherche un peu d'argent ou la période latente entre le diplôme de licence et l'opportunité pour faire le master, des obstacles se présentent. Comment arriver à surmonter ces obstacles tout en gardant le cap sur la carrière, sa vision? C'est une très belle question. Vraiment, je te remercie, Josué. Et sincèrement, avant de répondre à cette question, je vais partager avec vous une anecdote. Quand j'étais en licence, j'étais en troisième année de licence, il faut savoir que quand on fait une licence de mathématiques, on a très facilement des opportunités pour faire des répétitions, des cours à domicile. En dernière année, il y avait des cours assez denses. Et donc, je n'avais pas assez de temps. Mais c'est en ce moment que j'ai eu beaucoup d'opportunités pour faire des répétitions. Et c'était des répétitions avec, il faut reconnaître, c'était attractif ce qu'on proposait côté financier. Mais j'ai compris que si je décidais de m'investir pleinement dans ces activités de répétition, je n'allais pas pouvoir m'investir à 100% dans les cours de troisième année et mon objectif était de finir en 3 ans. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plutôt choisi 2 répétitions et le reste, j'ai cédé à mes camarades. Donc, en fait, souvent, en voulant tout de suite gagner, on peut perdre de vue notre objectif principal. Je puis vraiment vous assurer que j'avais besoin d'argent à l'époque, mais j'ai préféré laisser cet argent et me concentrer sur ma licence et de finir ça en 3 ans. Et tout de suite, quand j'ai fini cette licence, une autre anecdote, j'ai commencé donc à prendre beaucoup de cours, on avait fermé les masters, comme je l'avais dit. Je faisais des cours dans plusieurs lycées, je faisais des cours de répétition et je gagnais vraiment assez bien, je dois l'avouer. Mais j'avais envie de faire le master. Donc, j'ai eu l'opportunité d'aller faire le master de physique à Cara dont j'ai parlé tantôt. Mais à Cara, je laissais donc, si je devais aller à Cara, je devais laisser toutes les opportunités que j'avais à Lomé. J'ai laissé tout ça et je suis venu. C'était même d'ailleurs la première fois que je devais m'installer là-bas. Je suis venu m'installer et je n'avais plus d'activité génératrice de revenus. Mais j'avais fait donc un peu d'économie et c'est avec ça que j'ai pu donc financer ce master de physique que j'avais donc débuté avant de partir plus tard à l'étranger. Ça, c'est une anecdote. Donc, c'est pour dire que mon parcours, il est vraiment jalonné de moments décisifs et d'opportunités qui ont marqué un tournant crucial. Ce sont des étapes clés qui n'étaient pas toujours prévues. On ne prévoit pas ça. Mais ce sont des choses qui m'ont vraiment permis de me rapprocher de mes aspirations profondes.
Il y a quelques moments les plus marquants que je vais partager avec vous. C'est la découverte précoce de ma vocation. Dès mon jeune âge, j'ai vraiment développé une passion pour les mathématiques, comme je l'avais dit déjà plus tôt. C'était non seulement une matière scolaire, hein, mais je me voyais vraiment en train de transmettre le savoir dedans. Je me voyais amener des jeunes frères à aimer les mathématiques, à transmettre mon amour pour ces mathématiques-là, à faire les choses différemment. Hein. Cette passion a été vraiment le socle de toutes mes décisions futures. Hein. Il faut garder vraiment cela à l'esprit. Il y a aussi le choix d'un domaine de spécialisation qui est exigeant et rare en Afrique de l'Ouest. J'ai décidé de me spécialiser dans un domaine. Non seulement c'est exigeant, mais aussi c'est rare. En fait, tout ce qui est rare a de la valeur. Donc, j'ai voulu faire quelque chose qui était rare parce que je savais que tout de suite, quand j'allais finir, ça allait être vraiment beaucoup plus facile pour moi de pouvoir m'intégrer, de pouvoir trouver quelque chose à faire. Donc, pourquoi c'était un tournant? Ce n'était pas un choix vraiment assez facile, comme je l'ai dit. Parce que, regardez, vous finissez votre master en Inde et vous avez des opportunités pour continuer une thèse en Inde ou aller en France ou aller au Canada. Comme la plupart des boursiers à l'étranger, je me rappelle qu'ils sont nombreux, les camarades boursiers de l'époque, ils sont tous partis à l'étranger. Mais moi, j'ai fait un choix qui était vraiment calculé, mais qui pouvait sembler bizarre aux yeux de certaines personnes. On m'a proposé une bourse pour faire une thèse en France dans un domaine autre que ce que je voulais. J'ai refusé parce que je voulais faire de l'algèbre. Pourtant, en ce moment, je n'avais pas encore trouvé un directeur de thèse en algèbre. Et je n'avais même pas encore une admission en algèbre. Mais j'ai refusé tout ça. Pourtant, je n'avais rien devant moi, mais je savais ce que je voulais. Et c'est en ce moment que j'ai commencé donc à chercher des opportunités jusqu'à ce que je trouve quelqu'un avec qui je pouvais travailler et que je fasse le nécessaire sans bourse en ce moment, parce que là, en quittant ces pays, j'ai donc perdu ma bourse de thèse et donc il fallait maintenant fréquenter avec mes propres moyens, donc avec les économies que j'avais réussi à faire en master. Qu'est-ce que j'ai appris de cela? J'ai appris qu'il fallait une méthodologie rigoureuse, un goût pour la recherche et une capacité vraiment à relever des défis scientifiques. Il y a eu des opportunités internationales qui ont été vraiment pour moi un levier pour l'ouverture. Il faut participer à des stages, à des programmes internationaux qui élargissent vraiment les horizons. J'ai parlé entre-temps de Erasmus au Canada et à l'Université de Granada. Il y a également les écoles et les conférences. J'ai participé à plusieurs écoles organisées par SIMPA, le Centre international de mathématiques pure et application. Il y a l'enseignement qui est une vocation également pour moi. Mon entrée à l'Université de Caen en tant qu'enseignant, sincèrement, ça a été un tournant majeur parce que je cherchais un cadre idéal pour transmettre mes connaissances et accompagner mes étudiants dans leur parcours. Et rapidement, c'était devenu une passion. Hein. Quand un étudiant, je me rappelle encore, hein, un moment marquant, et il y a un étudiant qui était venu me voir, il m'a dit, Monsieur, grâce à vous, je vois les mathématiques autrement. Tout semble désormais à ma portée. Quand j'ai entendu ces mots, vraiment, j'ai été touché. C'est ce qu'on recherche en tant qu'enseignant. Qu'on puisse amener les étudiants à voir ce qui semblait complexe, assez facile, qu'on leur montre les techniques, en fait, pour pouvoir réussir. Quand j'ai aussi, par exemple, réussi à trouver pour la première fois une bourse pour un domaine des étudiants nécessiteux, aujourd'hui, il est actuellement en master au Canada, par exemple. Quand je me rappelle de ça et quand je le vois aujourd'hui, quand il m'écrit, c'est une fierté pour moi. Et aussi, quand on m'a nommé responsable des licences professionnelles d'informatique, il fallait régler les problèmes des étudiants, être présent pour eux. C'est quelque chose que j'apprécie sincèrement parce que ça te permet de les amener à éviter certaines erreurs que toi, peut-être, tu as eu à commettre. Il y a aussi l'opportunité que j'avais eue de donner des cours à la chaire internationale de l'UNESCO, de l'université de la CIPMA, chaire, où j'ai fait vraiment la connaissance d'excellentes personnes, d'excellents étudiants avec qui j'ai gardé vraiment de très bons contacts aujourd'hui. Pourquoi c'était clé? Parce que cela m'a permis, non seulement comme mathématicien, hein, non seulement d'évoluer en tant que mathématicien, mais aussi comme un mentor, influençant directement la prochaine génération. Et il y a aussi la capacité à saisir des opportunités stratégiques. Hein. Certaines missions et responsabilités m'ont permis vraiment de tisser des relations avec pas mal de monde, avec un réseau. J'ai aujourd'hui un réseau, je dirais, assez bien fourni de collègues, de professionnels avec qui je peux échanger, travailler sur beaucoup de choses. Il y a des décisions audacieuses face à l'incertitude. Hein. Chaque étape, comme je l'ai dit, ça m'a permis vraiment de sortir certaines fois de ma zone de confort et de poursuivre mes études vraiment dans des domaines assez compliqués. Il faut aussi accepter des responsabilités de leadership académique. Certains fuient des responsabilités. Même lorsque les défis semblent immenses, il faut accepter et relever ces défis. Et les leçons à tirer des obstacles,
tirer, c'est que les défis comme la gestion de grandes promotions d'étudiants, la conciliation de plusieurs responsabilités, ça a été pour moi une opportunité de croissance. Hein, ce sont des moments qui m'ont appris la résilience, l'organisation et l'importance de l'adaptabilité. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Alors, la fin de votre intervention, vous avez parlé du leadership dont vous avez fait preuve au cours de votre parcours académique, c'est-à-dire en acceptant d'être responsable de classe ou bien des responsables à divers niveaux dans votre parcours académique. Alors, gratuitement, bien sûr, c'était une occasion pour vous d'apprendre. D'apprendre, ouais. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous aviez parlé d'un de vos étudiants qui est venu vous voir et qui vous a dit que vous l'avez inspiré. Alors, j'aimerais savoir votre passion dont vous parlez pour les mathématiques, pour l'enseignement. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez eu un mentor, un coach, une personne qui vous a inspiré, une personne à laquelle vous vous êtes identifié pour pouvoir suivre son chemin ou alors la passion est née, voilà, comme ça de vous? Vous m'amenez à aborder un sujet, et une anecdote qui montre vraiment d'où vient cette passion pour les maths et pour l'enseignement. Et quand nous étions encore au lycée, on a eu l'opportunité d'avoir un enseignant qui venait tout de suite de réussir au concours d'enseignement et qui arrivait en salle le premier jour. Le premier jour, il est arrivé, il a demandé, il dit interrogation surprise. Premier jour de la rentrée. Prenez les feuilles, énoncez et démontrez tel théorème. Mais je puis vraiment vous assurer que durant notre parcours au collège, on n'avait jamais entendu parler de ce théorème. Donc, du coup, bon, moi, je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Donc, je n'ai rien écrit. J'ai ramassé une feuille vierge. Quand j'ai ramassé la feuille vierge, il a ramassé les copies. Il dit, mais qui est l'étudiant tel, l'élève tel? Je me lève, je dis, pourquoi tu as ramassé une feuille vierge? Et moi, de lui répondre, ben, la question que vous avez posée, sincèrement, durant mon parcours au collège, je n'ai jamais entendu parler de ce théorème, donc je ne sais pas quoi répondre. Et il a trouvé que ma réponse était arrogante et impolie. Il m'a trouvé impoli à l'époque. Et vous savez ce qu'il a fait? Il m'a dit, je te fais moins 20 coefficients par 4. Ça fait moins 5 coefficients par 4, donc ça fait moins 20. Il m'a fait moins 20 en seconde CD. Je, j'ai pleuré ce jour-là, je vous assure. J'ai eu mal. Vous venez d'arriver, vous êtes au lycée, la première journée, vous vous inscrivez en série CD, des séries où les gens ne vont même pas trop, et vous avez un enseignant qui vient, qui vous fait moins 20. Mais j'ai été découragé. Je suis rentré à la maison, j'ai pleuré, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenu. Mes parents m'ont soutenu et on a fait des réclamations. Après, ça a été annulé. Mais figurez-vous que c'est cet enseignant que j'ai eu de la seconde jusqu'en terminale, avec qui j'avais déjà eu des problèmes, qui enseignait mal. Il ne maîtrisait pas certains concepts mathématiques. Il venait d'ailleurs d'arriver. Donc, durant toutes ces étapes-là, de la seconde jusqu'en terminale, c'était difficile avec lui. Quand je veux poser des questions, il ne veut pas que je pose des questions. Et donc, j'étais obligé d'apprendre de moi-même. C'était une auto-formation. J'ai été obligé de chercher des cahiers de certains grands frères qui avaient fait d'autres lycées, qui avaient eu de bons enseignants. Et c'est par là que j'ai appris les mathématiques. C'est là où j'ai pris goût des mathématiques. Parce que le fait de pouvoir apprendre quelque chose de soi-même et de se rendre compte qu'on comprend, ça procure une joie vraiment inestimable. Donc, c'est là où j'ai vraiment eu goût. C'est là où j'ai trouvé vraiment ma passion des maths. Voici un peu une anecdote que je peux vous raconter, qui montre un peu d'où vient cette passion pour les mathématiques. Voici un peu. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Alors, selon vous, aujourd'hui, le marché de l'emploi est très compétitif. Ouais. Quelles sont les compétences les plus importantes à développer aujourd'hui pour renchérir sa carrière et être aussi compétitif sur le marché de l'emploi? Partagez avec nous quelques compétences rapidement. Ok, merci beaucoup. Alors, c'est vrai que nous rencontrons aujourd'hui des étudiants dès qu'ils finissent leur licence ou bien leur master. Tiens, ils sont là et je suis à la recherche d'un boulot. Ils ne font rien d'autre, ils ne cherchent pas à se perfectionner dans d'autres domaines pour se différencier des autres candidats. Il y a des compétences, ces compétences-là, je peux les regrouper en deux grandes catégories. Il y a les compétences que j'appelle des compétences techniques, les hard skills, et il y a les compétences comportementales, et qu'on dit souvent soft skills. Et quand je parle de hard skills, ce sont des savoirs spécifiques qui dépendent du domaine d'activité dans lequel vous êtes. Et les plus demandés aujourd'hui incluent quoi? Il y a la maîtrise des technologies numériques.
Il est aujourd'hui impossible de pouvoir travailler dans ce monde sans maîtriser vraiment les technologies numériques. Ce sont des compétences, par exemple, en programmation, en data science, ou bien la familiarité avec au moins les outils numériques comme des logiciels collaboratifs ou plateformes de gestion, ainsi de suite. Il y a aussi des compétences en gestion de projet. Il faut savoir organiser, prioriser et exécuter des tâches complexes. Et l'utilisation de méthodologies comme Scrum ou bien comme Scrum bien Agile est un, par exemple, est un atout. Il y a aussi la formation continue dont on a déjà parlé. J'ai parlé aussi des compétences comportementales, les soft skills. Avec l'autonomisation de nombreuses tâches techniques, les compétences humaines prennent une importante place. Les compétences humaines prennent une importante croissance. Il y a l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est la capacité à comprendre, à gérer ses propres émotions, hein, à interagir efficacement avec les autres. Cela améliore les relations professionnelles et le travail en équipe. Il y a aussi l'adaptabilité et la résilience. Dans un environnement changeant, il faut savoir s'adapter rapidement et rebondir après un échec. C'est essentiel. Il y a la créativité et la résolution de problèmes. Il faut être capable de penser de manière innovante et de trouver des solutions uniques à certains défis. Il y a aussi la communication interpersonnelle. Il faut une communication claire et empathique. Hein, c'est vraiment primordial, que ce soit pour collaborer avec une équipe ou bien convaincre un public. Il y a les compétences transversales, comme on a parlé, le leadership, le travail en réseau, la gestion du temps, l'ouverture, par exemple, internationale et interculturelle, les compétences en auto-apprentissage dont j'ai fait cas entre-temps. Donc, pour enrichir sa carrière et rester compétitif, il faut combiner une expertise technique solide avec une adaptabilité des compétences humaines qui sont fortes. Et la clé est d'adopter une démarche proactive d'apprentissage continu tout en restant curieux, ouvert et prêt à relever de nouveaux défis. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Alors, une dernière question avant de fermer la session. Alors, en parlant de développement de compétences, il n'est pas aisé souvent de concilier les études, le développement de ces compétences-là, en plus d'autres formations extra-académiques que nous trouvons nécessaires pour enrichir ou renchérir notre carrière. Alors, comment rester motivé et résilient face à tout ça? Comment combiner la recherche de compétences, les études et les activités extra-académiques? Vous posez une question, en fait, que j'ai un étudiant que j'ai reçu aujourd'hui après un cours. J'ai fait cours ce matin, comme je vous le disais en off, où j'ai eu un étudiant qui m'a dit, mais monsieur, je n'arrive pas à rester motivé sur le long terme. Je n'arrive pas, je n'y arrive pas. Qu'est-ce que je fais? J'avoue qu'il est vraiment difficile, hein, il est vrai que c'est difficile de jongler entre plusieurs responsabilités, par exemple, tout en restant performant. Ça peut être un défi vraiment très important. Par contre, il y a des stratégies qui permettent de maintenir la motivation, de renforcer la résilience et de trouver un équilibre efficace. Il faut clarifier ses objectifs et sa vision à long terme. Il faut les clarifier. Pourquoi c'est essentiel? Parce que il faut savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Cela donne un sens à vos efforts. Quand vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites, ça donne un sens aux efforts que vous faites et vous ne vous découragez pas. Parce que quand vous avez une vision claire de vos objectifs académiques et professionnels, cela va vous aider à garder le cap, même dans les moments difficiles. Il faut aussi des astuces pratiques, comme par exemple diviser vos objectifs à long terme en sous-objectifs à court terme, mesurables et atteignables. Je veux par exemple devenir professeur d'université. OK, qu'est-ce que je fais? Je dois d'abord obtenir tel diplôme. Après ça, qu'est-ce que je dois faire? Ainsi de suite. Cela rend le progrès vraiment visible et renforce votre motivation. Il faut établir aussi une gestion rigoureuse du temps. Gestion rigoureuse du temps. J'ai vraiment envie de m'appesantir un peu sur cet aspect parce que beaucoup de gens perdent leur temps sur des choses inutiles et afin se rendre compte qu'ils n'ont plus le temps pour les choses utiles. Il faut arriver à planifier efficacement. Utiliser des outils, par exemple, comme des agendas numériques pour organiser vos journées et allouer du temps à chaque activité. Il faut aussi prioriser les tâches. Il faut adapter, par exemple, vous pouvez adopter, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, la matrice d'Eisenhower qui permet de distinguer ce qui est urgent est important. Il faut aussi laisser de la place à l'imprévu. Il faut quand même être flexible dans votre emploi du temps. Ça vous permet de mieux gérer les aléas. Il faut aussi s'appuyer sur des ressources, sur des sources de motivation externes. Il faut rechercher de l'inspiration. Hein. Il faut vous entourer de vos modèles, de vos mentors ou bien des collègues qui partagent vos ambitions. Il faut participer à des conférences, à des ateliers ou communautés. Ça peut également être motivant. Il faut aussi célébrer vos victoires. Il n'y a pas de petites victoires. Reconnaissez vos accomplissements, même les plus petits, cela vous encourage à continuer.
Il faut cultiver de la résilience face aux obstacles. Changer de perspective si cela est nécessaire. Voyez les défis vraiment comme des opportunités d'apprentissage plutôt comme des échecs. Chaque obstacle surmonté vous rend plus fort. Il faut aussi participer, il faut aussi pratiquer de la gratitude. Il faut prendre le temps d'identifier ce qui va bien dans votre parcours malgré les défis. Il faut aussi se reposer sur un réseau de soutien, c'est-à-dire les amis, la famille, les mentors, les collègues. Ça peut également vous aider dans les moments difficiles. Il faut intégrer des moments de récupération dans votre routine, hein. Il faut souvent se reposer. Voilà. Il faut investir dans le développement personnel. Il faut adopter aussi une mentalité de croissance, mindset. Il faut croire aussi vraiment en votre capacité à évoluer et à vous améliorer. Il faut adopter l'idée que l'effort et la persévérance vous mènent à la réussite, même si les résultats ne sont pas immédiats. Donc, rester motivé et résilient dans un environnement exigeant, ça repose sur une combinaison de gestion du temps, et développement personnel et soutien externe. Mais il faut réussir justement à adopter une vision claire. Cela permet vraiment de, de célébrer vos progrès et aussi d'accepter les défis comme des étapes nécessaires. Voici un peu ce que je peux dire par rapport à cette question. Merci beaucoup, Justin. Merci, docteur. L'effort et la persévérance nous mènent à la réussite. Merci beaucoup, docteur, pour vos précieux conseils. Vous avez parlé de gratitude, de reconnaissance des petites victoires qui nous permettent de rester motivés. Merci beaucoup à vous, docteur. Merci à vous, chers participants, vous qui constituez l'audience. Nous sommes à la fin de notre section. Alors, si vous avez des questions, je vous prie de les laisser soit dans le chat ou d'allumer votre caméra, d'ouvrir votre micro pour poser votre question au docteur Pagdabé. Alors, en attendant, parlons de gratitude. Parlons de gratitude. Voilà, nous avons une question. Alors, docteur Pagdabé, on demande quelle est l'importance du réseautage dans la construction et le développement d'une carrière. Alors, l'importance du réseautage dans le... Il dit quelle est l'importance du réseautage dans la construction et le développement de sa carrière. Le réseautage, je pense que c'est un élément fondamental dans la construction et le développement d'une carrière parce que cela joue vraiment un rôle central, hein, à différents niveaux. Ça offre des opportunités, ça renforce la visibilité professionnelle et cela facilite également des échanges de connaissances. Il y a l'important du réseautage, ça réside dans quoi? Il y a l'accès aux opportunités professionnelles. Le réseautage, par exemple, ça peut vous permettre de découvrir des offres d'emploi ou des projets avant même qu'ils ne soient publiés, hein. Les contacts dans votre réseau peuvent aussi vous recommander ou vous ouvrir des portes difficiles d'accès. Il y a aussi le renforcement de la visibilité. Quand vous participez par exemple à des activités ou à des événements professionnels ou académiques comme conférences, séminaires, ateliers, ainsi de suite, cela vous aide à vous faire connaître dans votre domaine. Un bon réseau, ça vous permet aussi de construire une réputation positive et d'attirer l'attention sur vos compétences et réalisations. Il y a aussi l'apprentissage et le partage de connaissances. Le résultat, ça facilite l'échange d'idées, hein, de conseils et de bonnes pratiques entre professionnels. Il vous aide aussi à rester à jour sur les tendances de votre secteur et à anticiper des évolutions futures. Il y a aussi le mentorat et l'accompagnement, collaboration et innovation, soutien. Il y a aussi le soutien moral et l'inspiration. Voici un peu ce que je peux dire par rapport à ça. D'accord, merci beaucoup pour l'éclaircissement, docteur. Alors, une deuxième question, c'est que faire lorsqu'on ne trouve pas d'opportunité dans le domaine dans lequel on veut faire carrière, que ce soit par exemple les études supérieures ou même le fait de ne pas trouver de travail dans le domaine dans lequel on veut faire carrière. Que faire lorsque l'on ne trouve pas d'opportunité dans le domaine dans lequel on veut faire carrière? C'est vrai que se trouver face à un manque d'opportunités dans le domaine de ses aspirations, ça peut sembler vraiment décourageant. Ça peut être décourageant. Mais je dois dire que ce n'est pas insurmontable. Ce n'est pas insurmontable si on arrive peut-être à adopter une démarche assez stratégique pour aborder cette situation. Quand je parle de démarche stratégique, je veux dire quoi? Il faut s'asseoir, il faut évaluer et diversifier ses compétences. Il faut faire un point sur ses compétences actuelles, identifier les connaissances ou les compétences spécifiques qui manquent pour progresser dans le domaine. Il faut aussi apprendre des compétences connexes. Si le domaine est saturé ou difficile d'accès, il faut explorer les secteurs voisins qui utilisent, hein, des compétences similaires et qui pourraient, par exemple, vous permettre de revenir à votre objectif initial. Pourquoi pas? Il faut aussi étendre
sa recherche et être flexible. Il faut réviser ses critères géographiques, par exemple. Il y en a, je veux travailler dans telle région, forcément, je reste là. Il faut aussi accepter des points d'entrée alternatifs. Certaines fois, on vise un poste de rêve et dès qu'on ne l'a pas, on reste braqué. Il faut d'abord peut-être accepter un poste de stagiaire et évoluer étape par étape. Parce que si un poste de rêve n'est pas disponible, il faut envisager des rôles beaucoup plus modestes ou indirects qui pourraient peut-être servir de tremplin. Il faut aussi se constituer un réseau solide. Il faut multiplier les interactions. Il faut chercher des mentors. Il faut trouver quelqu'un d'expérimenté dans le domaine. Ça peut aussi vous ouvrir des portes et vous guider dans votre recherche, par exemple. Et aussi, il faut créer ses propres opportunités. Pourquoi pas lancer un projet personnel, montrer sa valeur, publier votre travail, partager vos idées, démontrer votre expertise à travers des blogs, des vidéos, bien des publications scientifiques. Dans notre monde universitaire, ce sont les publications scientifiques. Il faut aussi rester persévérant et adaptable. Il faut accepter de réajuster ses plans. Il faut cultiver de la résilience. Il faut aussi, je dirais, s'ouvrir à d'autres secteurs ou perspectives. Il faut repenser ses passions. Il faut explorer, pourquoi pas, d'autres secteurs émergents, chercher des appuis institutionnels. Il faut se rapprocher de certaines structures, certaines associations, programmes gouvernementaux qui soutiennent par exemple la formation ou bien le placement dans les secteurs. Au Togo, on en connaît pas mal. Il faut aussi demander des bourses ou bien des stages si on estime qu'on a vraiment un bon dossier. Voilà, voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Merci beaucoup, docteur. Alors, la session a été si intéressante qu'on n'a pas vu le temps passer. Merci. Alors, s'il y a des questions, vous pouvez toujours les laisser dans le chat. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de gratitude, de reconnaissance de petites victoires, etc. Alors, c'est le moment de dire, d'informer, de partager avec les participants que je suis boursier finissant du programme Alumni en résidence de la Fondation Mastercard. Donc, durant le programme du 6 mois, j'ai écrit un blog que je vais partager avec vous. Je mets le lien dans le chat. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien pour consulter mon blog, c'est-à-dire mes écrits au cours de ces 6 mois. Alors, le docteur Pagdabé, nous allons vous inviter également à laisser votre adresse LinkedIn au cas où quelqu'un serait intéressé à continuer OK, les discussions, les échanges OK, avec vous. OK, Voilà. OK. Je vais envoyer le lien de mon profil LinkedIn dans le chat tout à l'heure. D'accord. Alors, cette session est organisée dans le cadre du programme Alumni en résidence de la Mastercard Foundation. Comme je le disais, c'est un programme de bourse qui dure 6 mois. Alors, sur Baobab, vous trouverez des opportunités de carrière, des opportunités de formation, du mentorat, etc. Et vous rencontrerez de jeunes leaders comme vous qui veulent développer l'Afrique, qui veulent s'émanciper. Alors, je partage ici avec vous le lien vers la plateforme Baobab. Et sur la plateforme Baobab, nous avons une communauté francophone. Il y a aussi un lien vers cette communauté francophone où vous pouvez poser toutes vos questions, laisser toutes vos inquiétudes. Si vous voulez développer des compétences, alors Baobab est la plateforme la mieux adaptée actuellement pour les jeunes curieux et qui ont cette envie de grandir en tout. Merci. Nous avons M. Marcelin Zinsou. Oui, Monsieur Marcelin Zinsou, allez-y, s'il vous plaît. Faut lui demander peut-être d'ouvrir son micro. Ah oui, ok, c'est bon. Vous me recevez, j'espère. Oui, on vous reçoit 5 sur 5. Et je remercie le docteur pour et les conseils et je suis content de suivre avec attention tout ce qui se passe. Donc, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que j'ai remarqué que le docteur a beaucoup travaillé dans le domaine des mathématiques. J'ai la passion pour l'enseignement. Donc, je fais des initiatives. Donc, je souhaiterais vraiment être en contact avec le docteur pour qu'il puisse me suivre, me donner des conseils sur ce qui marche dans les initiatives que je porte et tout. C'était ma préoccupation. Merci. Merci beaucoup, mon cher ami. Alors, ce que je viens de faire, je viens tout de suite d'envoyer mon mail dans le chat. Vous pouvez m'écrire tout de suite et on va échanger davantage. Merci beaucoup, docteur. Merci, merci beaucoup. D'accord. Il n'y a plus de questions. Vous pouvez toujours laisser vos questions dans le chat ou lever la main pour intervenir. Alors, s'il n'y a plus de questions, merci beaucoup. Merci à vous, docteur. Merci à vous, Merci, chers participants. merci, Justin. Grâce à vous, la session a été très intéressante et on n'a pas vu le temps passer. Je parle de vous, docteur.
Et je crois qu'au-delà Vraiment, de cette vraiment. section, au-delà de cette rencontre, nous allons vous écrire, continuer à échanger avec vous à travers votre mail et LinkedIn pour toujours bénéficier de vos précieux conseils pour alimenter notre propre carrière et grandir un peu comme vous, sinon pourquoi pas plus que vous. Merci beaucoup. Merci, ça sera avec plaisir. C'est toujours un plaisir pour moi de recevoir des collègues plus jeunes ou bien plus âgés que moi qui ont vraiment envie d'apprendre. Moi, ça me fait toujours plaisir de partager ma modeste expérience avec eux. Et donc, je reste à l'écoute. Écrivez-moi et on va échanger. On verra ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. On va changer un peu D'accord. les choses et on va aider nos jeunes frères à pouvoir trouver du boulot, à pouvoir vraiment, comment on appelle-t-on, s'épanouir dans un domaine donné. On fera le nécessaire. Merci, merci beaucoup à vous, Mhm. merci. Alors, je Merci. rappelle que cette session sera disponible sur notre chaîne YouTube. Voilà le lien qui est partagé dans la session. Au cas où vous voudrez revenir pour entendre à nouveau les conseils du docteur Pagdamé ou partager cette session avec vos camarades, vous pouvez directement aller sur YouTube, cliquer sur le lien, aller sur YouTube et regarder encore la vidéo. C'était un plaisir de rester avec vous. Bye bye. Merci beaucoup, Justin. À plus. Beyond the skies, you and I, we're breaking bounds on bounds.